Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis ici pour vous informer qu'est-ce qui se passe en fait dans le monde d'intelligence artificielle et robotique et comment on peut appliquer ça dans le contexte agricole. Alors, en bref, je vais juste m'introduire un peu avant de commencer. Comme Alain a dit, je fais mon bac en McGill, sciences informatiques, aussi ma maîtrise à McGill, sciences animales, où j'ai appliqué des modèles d'intelligence artificielle pour faire des prédictions dans le contexte ensilage. Là, je suis en train de faire mon dernière année de doctorat en robotique et intelligence artificielle à Polytechnique Montréal. Je suis aussi associé avec Mila et Astrolith. C'est un groupe de recherche spécifique pour faire les sciences de l'espace ou domaine spatial. Alors, probablement vous posez la question maintenant, qu'est-ce que je fais ici, vu que mon domaine est dans l'espace, en fait, pas dans l'agricole. Juste pour répondre à cette question, je sais que plusieurs va poser cette question à la fin aussi, mais en fait, quand on fait des expériments robotiques dans le contexte spatial, c'est très similaire avec quand on fait des recherches sur des robotiques agricoles. Par exemple, comme vous voyez les deux photos ici, il y a beaucoup de similarités on peut voir. Par exemple, les terrains sont très irréguliers. Alors, c'est très difficile pour les robots de faire traverser dans ce genre de terrain. Aussi, on manque toujours des réseaux. Les réseaux sont pas très forts dans ce genre de terrain. Aussi, on a des gros machines qui coûtent très cher, qui marchent toujours jamais. Et là, on a des experts qui travaillent avec la machine pour soit résoudre un problème ou faire une mission. C'est une des raisons que je commence à faire les recherches en fait robotique et intelligence artificielle dans le contexte agricole. Aussi, quand on fait des missions spatiales, on fait toujours des tests dans des endroits comme des fermes. On va louer une ferme et on va essayer de voir si ça marche comme il faut à cause de cette caractéristique. Alors, avant de entrer dans le détail d'intelligence artificielle, je vais juste vous expliquer les mots que je vais utiliser pendant la présentation. Euh, alors, en gros, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans l'intelligence artificielle? C'est pas mal ça que vous voyez, que vous savez déjà tout, ChatGPT. Euh, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe derrière le ChatGPT? Euh, je vais vous expliquer étape par étape et là, vous allez mieux comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans la recherche d'intelligence artificielle et comment on peut appliquer ça dans le contexte agricole. Alors, quand on voit un écran de ChatGPT, c'est sûr que vous avez tout déjà utilisé ou si vous êtes un académique, vos étudiants ont probablement tout utilisé. Là, la capacité de écrire quelque chose et avoir une réponse où le modèle peut comprendre notre langue naturelle. Ça, on appelle un LLM en anglais, un modèle linguistique. Euh, et aussi, quand on ajoute un fonctionnement de vision, alors si le modèle peut comprendre aussi une image, alors dans ce contexte de ChatGPT, on va acheter une image et demander qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que vous avez déjà essayé ça. Ça, on appelle VLM, un modèle linguistique visuel. Et on a une STT, speech to text en anglais, c'est reconnaissance vocale. Ça, ce concept, ça existait déjà avant le modèle de fondation. Et quand je dis modèle fondation, c'est des modèles généralistes comme LLM, VLM. Euh, Ça, comme vous voyez, il y a un écran, image de micro que vous pouvez parler au lieu de juste taper sur le clavier. Ça, c'est juste la reconnaissance vocale. Et quand on ajoute tout ça ensemble, c'est là qu'on appelle un MLLM, modèle multimodal. C'est pas mal ça, qu'est-ce qui se passe dans le plus avancé dans la recherche d'intelligence artificielle. Là, on a aussi des nouveaux concepts, depuis cette année, ça commence à être populaire, qui s'appelle agentique. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont déjà entendu de ça, mais agentique, simplement, c'est juste un modèle fondation, comme un LLM, avec une capacité de exécuter une fonction qui est faite par un codage. Un agent, on va dire, un agent, c'est un LLM ou VLM qui a une liste de fonctionnalités que cet modèle peut faire une exécution. Et je vais entrer plus en détail de tout ça après, mais juste pour vous donner un contexte, NRAG, c'est une générative augmentée. Ça, qu'est-ce qui se fait, c'est que au lieu de donner une réponse avec des raisonnements que le modèle peut juste penser lui-même, cet modèle va essayer de chercher des réponses dans les documents, ou soit ça peut être un Internet, mais
des ressources qui est là pour le modèle. On peut connecter un Internet, on peut connecter, on peut donner des documents PDF comme ici, encore dans ChatGPT. On peut cliquer sur le signe de plus et on peut acheter des PDF et dire, fais une sommaire de ça, par exemple. Tout sort de ça, c'est une manière de faire un RAG. Et aussi, le modèle génératif, c'est des modèles qui peuvent créer des images, créer des vidéos. C'est sûr que vous avez déjà vu sur dans les nouvelles comment les modèles d'intelligence artificielle peuvent créer des images, des vidéos et tout ça. Mais en gros, c'est ça, qu'est-ce qui se passe en intelligence artificielle. Et je vais entrer plus en détail comment on peut appliquer ça dans le contexte agricole. Alors, quelle est la différence entre des modèles de fondation et des modèles traditionnels qu'on utilise déjà? Alors, vous avez probablement déjà vu ou déjà vous-même créé des modèles pour faire des détections des plantes, une sorte de plante, par exemple, détecter un bleuet, détecter une framboise, fraise, etc. Ça, on appelle ça un modèle traditionnel. Alors, on va entraîner un modèle avec des données spécifiquement, par exemple, images de bleuets, et ce modèle a une capacité de faire détecter les bleuets, par exemple. Mais avec des modèles fondation, au lieu de juste détecter le bleuet, on peut juste dire, fais une détection des fruits, par exemple. Là, ce modèle est capable de détecter toutes sortes de fruits, incluant le bleuet, framboise et fraises. C'est ça l'avantage d'avoir cet raisonnement de généraliser. Et aussi, en même temps, à cause de cet avantage, on n'a pas besoin d'avoir des données massives pour entraîner des modèles. Aussi, on peut créer des données nous-mêmes en utilisant des modèles fondation à cause des modèles génératifs qu'on peut juste demander de créer des données artificielles. Et aussi, cette modèle comprend d'autres langues. Alors, au lieu de faire un gros codage où on doit exécuter cette code, on peut juste demander de faire une tâche comme détecter des fruits, par exemple. Et tout ça, c'est une possibilité, c'est un avantage. Et aussi, à la fin, on peut aussi faire des tâches multitâches. Alors, pas juste détecter des fruits, mais aussi de faire une analyse si cette fruit a une maladie ou une infestation, etc. Qu'on peut faire plusieurs choses en même temps avec une seule modèle. Alors, c'est ça vraiment l'avantage. Ça revient toujours à la concept de généralisation. C'est ça vraiment l'avantage comparément à des modèles traditionnels. Alors, LLM, dans le contexte agricole, on commence à voir des académiques, des scientifiques commencent à créer comme on appelle le ChatGPT pour agriculture. C'est juste un modèle comme ChatGPT, mais ces modèles sont, comme on dit, un tweaké, faits pour répondre à des questions liées à l'agriculture. Alors, par exemple, Crédit Agricole du Canada, FCC, ont créé Root. C'est un modèle de fondation, comme vous voyez dans l'image. C'est un chatbot que vous pouvez demander des questions liées à l'agriculture, pas juste spécifiquement des choses scientifiques, mais aussi de juste demander des règlements ou des choses, des books, par exemple. Euh, Ils sont entraînés spécifiquement pour répondre à des questions dans le contexte agricole. Là, dans le côté académique, il y a déjà des modèles agri-LLM, agro-LLM. Il y en a plusieurs. Et aussi, côté gouvernement, ils sont en train de créer, avec la fondation de Bill Gates, de créer une LLM spécifiquement pour l'agriculture pour des pays qui ont pas des experts nécessaires pour avancer leur science ou avancer dans le contexte agricole. Alors, il y a beaucoup d'attention sur comment on peut utiliser ce genre de gros modèles dans le contexte agriculture, mais c'est très nouveau. Ça vient de commencer et j'ai essayé plein, mais c'est vraiment dans le niveau début. Alors, il y a beaucoup de modifications et de recherches à faire, mais ça commence maintenant. Alors, c'est quelque chose d'intéressant à essayer. Contexte de VLM. VLM, comme j'ai dit tantôt, c'est LLM plus la capacité de voir, à avoir des images et procéder les images avec le texte. Euh, Moi, je suis plus intéressé dans le côté VLM parce que on peut vraiment résoudre plein de. C'est pas juste répondre à des questions, mais ça peut vraiment
résoudre plein de problèmes très spécifiques. Par exemple, au lieu de faire comme j'ai dit, détection des maladies pour une plante spécifique ou une fruit spécifique, on peut juste demander de faire une détection de maladie ou infestation et on peut montrer n'importe quelle plante. Ce modèle est capable d'ajuster, faire des raisonnements et donner une réponse. Euh, mais une chose à ajouter, c'est que juste utiliser ChatGPT pour faire ça, vous allez probablement très tôt voir qu'il y a une limite parce que malheureusement les gros modèles comme ChatGPT ils sont pas entraînés avec des données d'agriculture spécifiquement. C'est juste avec des données qui sont publiques. Ils n'ont pas assez de données faites par des recherches des experts ou parce que c'est souvent fermé, c'est pas open source. Alors ils sont pas entraînés avec ça. Alors on doit faire des mini entraînements. On appelle ça fine tuning en anglais, mais pour qu'il peut être un expert spécifique pour contexte agricole. Alors, c'est ça. On peut faire plein de détections liées à toutes sortes de choses parce que c'est un modèle généraliste. Ça, c'est en fait, c'est moi-même qui a généré cette image. Alors, j'ai donné une image, comme vous voyez, originale et j'ai demandé de me créer une donnée sans les maladies ou les infestations et ça, c'était ça le résultat. Alors, comme vous voyez, on peut aussi créer des données artificielles. Si vous avez besoin de données, c'est une manière de faire et c'est techniquement ça que maintenant les gros compagnies comme Facebook, OpenAI, Google DeepMind sont en train de faire parce qu'ils ont tout utilisé qu'est-ce qui existe publiquement. Alors là, ils sont en train de créer leurs propres données pour faire encore plus des entraînements, pour créer encore plus de gros modèles pour monter leur précision de résultats. Alors, ça aussi, c'est la même chose, mais dans le contexte de numérique, alors pas des images. On peut aussi faire prédire ou générer des faux données ou des données artificielles. Euh, alors, j'ai donné une table originale que vous voyez ici. C'est un contexte de ensilage. Après, j'ai demandé de euh, faire les prédictions pour les deux dernières données et c'était ça la réponse. Mais l'affaire, c'est que avec les numéros, c'est encore plus difficile. C'est en fait, ça faisait un partie de mon recherche pour ma maîtrise à McGill. Mais c'est quelque chose de faisable aussi. Mais là, je vais vous montrer plein de choses qui peuvent être utiles pour dans le contexte agricole, mais il faut que je parle aussi de hallucination. Alors, vu que c'est des modèles généralistes, c'est fait d'entraîner par plein de données de toutes sortes de caractéristiques, pas juste agricoles, même avec des conversations que les gens ont eues. C'est vraiment une donnée qui vient de partout. Alors, et aussi, ce genre de modèles sont faits, créés pour toujours avoir une réponse. Alors, même si ce modèle n'est pas capable de trouver une réponse, euh, là, c'est là que ce modèle va commencer à halluciner et essayer de donner une réponse qui est pas vraie. Euh, alors là, on peut pas vraiment dire qu'on peut éviter ça 100%. Ça fait partie de travailler avec le monde des artificiels, c'est que c'est jamais 100%. C'est tout, à la fin, c'est toujours une probabilité. Mais il y a des manières de réduire l'hallucination. Alors, première chose qu'on fait, c'est une ingénierie de prompt. Prompt, c'est qu'est-ce que vous dites à le modèle. Comme dans ChatGPT, il y a le champ que vous pouvez écrire et envoyer. C'est ça un prompt. Envoyer un prompt. Ingénierie de prompt, c'est simplement juste pour dire que vous pouvez écrire plus clairement, plus précis, avec plus de détails. C'est ça, ingénierie de prompt. Et pas mal sûr que tout le monde fait ça sans rendre compte que vous êtes en train de faire l'ingénierie de prompt quand vous utilisez des modèles comme ChatGPT. Si on fait un petit peu plus que ça, on a quelque chose qui s'appelle prompt de one-shot ou one-shot prompting. Ça, simplement, c'est juste dans le prompt écrire un exemple. Alors, une question similaire et une réponse. Comme ça, le modèle peut savoir, OK, l'utilisateur veut une réponse similaire comme ça ou dans un format comme ça. Alors, c'est un mini apprentissage qu'on peut dire, un entraînement qu'on donne un donné
et cette donnée est utilisée comme pour entraîner le modèle. On peut faire plus avec deux, c'est two-shot ou plusieurs, on appelle ça few-shot prompting. Et là, si tout ça, ça marche pas, on peut aller vers quelque chose de plus compliqué, c'est chaîne de pensée. Chaîne de pensée, c'est inspiré par comment on enseigne des enfants. C'est de donner vraiment étape par étape comment on résout ce problème. Alors, dans le prompt, vous allez dire comme c'est quoi la première chose à faire, c'est quoi la deuxième chose à faire, etc., etc., etc. Pour vraiment que le modèle va, au lieu de trop penser, le modèle va suivre chaque étape comme un prompt et va essayer d'exécuter étape par étape. Et jusqu'à là, c'est quelque chose de pratique qu'on peut faire juste sur le ChatGPT. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans les industriels maintenant, c'est qu'ils utilisent quelque chose qui s'appelle ingénierie contextuelle. Alors, contextuel, c'est de fournir des ressources pour que le modèle peut bâtir la réponse basée sur ces ressources. Ça peut être dans des documents de PDF que vous allez mettre, ou ça peut être une connexion de base de données ou des capteurs, même des machines, pour extraire des données de machines et mettre ça directement sur le prompt. Tout sortes de manières de donner des ressources pour répondre à cette question. Ça, on appelle ça ingénierie contextuelle. Alors, pour vous donner un exemple, si quelqu'un pose une question comme quel est le meilleur programme d'irrigation pour mon champ de maïs cette semaine, compte tenu des conditions météorologiques récentes et du taux d'humidité du sol. Si on va utiliser RAG, comme j'ai dit au début de présentation, RAG, c'est une manière d'utiliser des ressources comme des documents et de lire plein de ressources. Ça peut être Internet aussi, mais le but, c'est de vraiment lire des documents et bâtir une réponse basée sur ça. Si on utilise RAG pour faire ça, qu'est-ce qui va passer? C'est que le modèle va aller chercher des articles. Dans soit c'est Internet ou si vous avez donné des articles, ils vont aller lire ces articles. Ils vont aussi chercher des directives autorités locales si ça aussi c'était fourni et des meilleures pratiques, etc. Mais tous les documents qu'il peut trouver, qu'il est capable de trouver, il va trouver et il va donner une réponse. Par exemple, d'après les directives du ministère de l'Agriculture de l'Ontario et votre type de sol, le maïs devrait recevoir environ 25 mm d'eau cette semaine. Alors, ça veut dire que dans les ressources que l'utilisateur a données, il y avait probablement un document qui parle de la directive de l'agriculture de l'Ontario. C'est à cause de ça que la réponse est là. Alors, quand on utilise RAG, ils vont toujours référer où ils ont trouvé la réponse. Alors, ça, c'est une manière de réduire l'hallucination. Là, on a quelque chose plus moderne qui s'appelle MCP, protocole contextuel du modèle. Qu'est-ce que ça fait? C'est, comme j'ai dit avant, agentique. C'est des modèles fondations qui ont une liste de fonctionnalités qu'elles peuvent exécuter. Et MCP, c'est juste un modèle qui a cette connexion avec soit ça peut être un capteur, ça peut être un Internet, ça peut être une machine. C'est un modèle qui est capable de connecter à toutes les ressources, pas juste des documents à lire, mais vraiment extraire des données avec des outils qui sont connectés et exécuter des codes. Alors, dans le contexte MCP, probablement qu'est-ce qui va passer, c'est que cette modèle va aller chercher, exécuter le API météo. C'est une fonctionnement pour demander qu'est-ce qui se passe comme la météo, les précipitations de 7 jours, pour avoir la température et tout ça, le temps réel, qu'est-ce qui se passe maintenant. Et aussi, en même temps, API de capteur du sol pour les données d'humidité en temps réel. Si vous avez un capteur pour avoir des données d'humidité, et ça, c'est connecté avec MCP et pour avoir connexion avec ce capteur et le modèle de fondation. Cette modèle de fondation est capable d'aller chercher cette donnée à ce capteur de sol pour l'humidité et mettre ça dans le prompt pour donner une réponse. Si vous avez un contrôleur d'irrigation dans la ferme, et ça aussi, c'est un contrôleur intelligent que vous pouvez aussi extraire les données.
le modèle peut aussi aller chercher directement et mettre ça fait ça comme, tout garder ça pour fournir une réponse. Alors, à la fin, ça va donner quelque chose comme les prévisions annoncent 15 mm de pluie jeudi, l'humidité de votre sol est 60%, etc., etc. Les données sont plus en temps réel et plus factuelles, en fait. C'est vraiment lié à qu'est-ce que vous avez connecté. Mais le but de MCP, c'est vraiment de connecter, soit ça se peut être des machines ou ça peut être connecté à le météo média de Canada, quelque chose comme ça, comme on est capable de connecter et exécuter et extraire des données et pour répondre à cette question. Alors, comme j'ai dit, Agentic, c'est un modèle de fondation qui a une liste de euh, fonctionnalités, un codage que ce modèle peut exécuter. Maintenant, les gens utilisent quelque chose qui s'appelle RAG agentique. C'est juste avoir RAG et agentique. Ça veut dire de avoir aussi de capacité d'aller chercher des documents et lire les documents, mais en même temps exécuter les fonctionnements pour avoir extraire des données et mettre tout ça ensemble pour répondre à des questions. Alors, maintenant, on commence à avoir des réponses plus basées sur les documents et des capteurs ou des sensors et tout ça, alors il y a beaucoup moins d'hallucinations. Là, si on va encore plus loin que ça, il y a ACP. Maintenant, des gens qui travaillent dans le côté finance, aussi biomédical, intelligence artificielle, juste des modèles, just ChatGPT eux-mêmes, ils utilisent quelque chose qui s'appelle ACP. ACP, c'est juste avoir plusieurs modèles de fondation comme agentique dans un même réseau, dans un même système. Par exemple, si j'ai un modèle de fondation qui est entraîné spécifiquement pour répondre à des questions liées à la météo, ça c'est un agent. Et j'ai un autre agent qui est entraîné pour faire juste calcul et extraire des données de humidité. Et un autre agent qui fait la détection des pluies. On a trois agents qui, alors quand on utilise un ACP, on va demander une question et c'est les trois agents qui vont parler entre eux et donner une réponse la réponse qui va répondre à la question. Ça, c'est ACP. Jusqu'à date, c'est quelque chose maintenant on commence à voir plus en plus dans l'industrie. Là, je vais vous présenter quelque chose qui est plus conceptuel, ça fait juste quelques mois qu'on voit des publications sur ça, mais ça, c'est le ADA et ANP. Alors, A2A, c'est protocole agent-agent. C'est pas mal d'avoir deux ACP qui travaillent ensemble. Pour donner un exemple, si moi-même j'ai une ferme j'ai une ferme de ensilage, et si j'ai un collègue qui a une ferme pour des fruits, là on a deux fermes et chacun entre nous on a un système ACP pour répondre et nous aider. Alors, mon ACP, si je demande une question à mon ACP, c'est quoi, est-ce que c'est une photo, c'est des employés qui ont des maladies ou est-ce qu'il y a des infestations dans mes fruits? Là, mes ACP sont pas capables de vraiment trouver une réponse parce que mes ACP sont entraînés pour faire des choses spécifiquement en silage. Alors, là, on va avoir deux fermes qui travaillent ensemble. Alors là, mon ACP va essayer de trouver une réponse lui-même, même si c'est pas fait pour ça. En fait, aussi demander à l'ACP de mon collègue de aussi donner une réponse. Et mon ACP va avoir deux réponses et choisir une réponse qui fit mieux avec la question et donner une réponse. Alors là, on a un concept d'avoir deux fermes intelligentes qui peuvent communiquer entre eux en utilisant l'intelligence artificielle et trouver une réponse. Et là, ANP, ça fait vraiment un mois, 2 mois qu'ils ont sorti ce concept. ANP, c'est pas mal A2A. Alors, il y a deux fermes qui peuvent travailler ensemble avec leur propre agent. Mais au lieu de choisir entre deux réponses, ANP, c'est de aller demander à l'autre ferme s'ils ont des données qui peuvent répondre à la question et ils vont donner des données. Ils vont envoyer cette donnée A dans mon ACP et mon ACP va finir par bâtir son réponse lui-même et me donner.
Alors, ANP, c'est plus sécuritaire parce qu'à la fin, les décisions, c'est toujours, ça vient de mon ACP. Alors, ça, c'est le deux nouveaux concepts. Je trouve que ça peut être intéressant pour si éventuellement on va avoir plusieurs femmes fermes intelligentes, que là, les fermes peuvent quand même s'aider entre eux quand ils utilisent des modèles d'intelligence artificielle et robotique. Alors, ça, c'est des concepts très intéressants à explorer. Là, je vais parler de robotique. Alors, dans ce contexte que j'ai expliqué de ACP, MCP, agentique et tout ça, si on ajoute une physique robotique, ça va vraiment changer les choses qu'on peut faire. Alors, vous êtes déjà habitué avec le drone, j'imagine, parce que c'est pas mal ça qu'on utilise quand on parle d'agriculture et robotique. Mais maintenant, on a des humanoïdes, des robots chiens de Boston Dynamics. On a des robots qui peuvent travailler dans l'eau. On a tellement de différentes sortes de robots que ça peut vraiment être utilisé pour vraiment avancer dans le contexte agricole. Alors, première chose, c'est AgriVLN. Euh, de avoir intelligence artificielle de modèles fondation, plus agriculture, plus robotique, ça, c'est un concept très, très nouveau. Euh, Dans le sens que c'est même difficile de trouver des publications pour ça en ce moment. Mais AgriVLN, c'est comme AgriVLN. C'est juste qu'ils ont utilisé N pour navigation. Vous pouvez penser comme si le ChatGPT est attaché sur un robot et vous pouvez demander des questions, mais en même temps, les agents qui sont attachés dans le robot, c'est pas juste pour extraire, les fonctions sont pas juste pour extraire des données, mais les fonctions sont aussi pour bouger le robot. Alors, ça donne un corps pour qu'il peut bouger en même temps pour répondre à ces questions. Alors, on peut demander d'aller chercher des fruits, aller faire explorer la ferme, aller faire une surveillance pour voir si quelque chose, il y a un intruder ou quelque chose. On peut faire tout ça. Alors, ça, c'est un concept qu'on est en train d'explorer. Et là, j'étais en Floride il y a quelques mois que j'ai présenté le concept d'utiliser le drone et parler à le drone d'aller faire une inspection pour les silos et des bunkers, tout ça, et me envoyer des images et qu'est-ce qu'il voit et faire une analyse en temps réel. Qu'est-ce que je travaille en ce moment, c'est de avoir une interface, ça peut être sur mon cell ou sur mon ordinateur, où je peux simplement parler, demander est-ce que tu peux aller voir si les animaux sont corrects et le modèle fondation va chercher le robot qui fit pour faire ça, qui est meilleur choix pour faire ça, voir les batteries et dire pour faire cette tâche, je pense que ça va être mieux d'envoyer un robot chien à cause raison X, Y, Z. Est-ce que je peux connecter pour faire la tâche? Je vais dire oui. Et là, le robot va aller voir des animaux et envoie-moi des photos et en même temps faire une analyse s'il y a quelque chose qui marche pas, comme il trouve qu'un animal réagit bizarre, quelque chose comme ça. Il va tout m'envoyer en temps réel. Et en même temps, je peux envoyer plusieurs robots. Je peux faire plusieurs chats et quand le robot chien est en train de faire des analyses des animaux, je peux aussi dire est-ce que tu peux checker si les clôtures sont fermées. Là, il va dire peut-être le drone va être meilleur. Il va envoyer le drone pour faire. Alors, on peut avoir multi-robots qui fait des tâches en même temps. Ça, c'est mon projet que je suis en train de faire. Et vous voyez, c'est l'interface que j'ai créée. Vous pouvez même ajouter des robots ou de nouveaux sortes de robots. Aussi, vous voyez aussi, je teste dans la simulation parce que toutes sortes de robots qui travaillent en fondation, modèle fondation, il faut tester en simulation pour assurer qu'il réagit comme il faut. Ça, c'est pas lié à fondation, modèle fondation, mais je trouve que c'est intéressant à vous partager aussi. Maintenant, il y a NASA qui utilise ça pour faire space farming. Il y a des universités qui utilisent ça pour faire des recherches, mais aussi enseigner des gens d'agriculture pour commencer le travail dans le côté technologie. C'est une ferme automatique. C'est une mini-ferme automatique. Vous pouvez utiliser comme votre cellulaire ou votre ordinateur pour c'est vraiment juste de drag and drop, mettre des plantes ou des fruits ou des choses que vous voulez planter là-bas. Et cette robot, on va dire, est capable de mettre le grain et aussi faire une analyse et comme, rester là pour que les plantes vont toujours avoir assez de l'eau,
assez de lumière, etc. et prend soin c'est une panne automatique technique. Alors, ça peut être quelque chose d'intéressant pour l'industrie si vous voulez faire un mini expériment. Pour les professeurs, ça peut être utilisé pour combler agriculture et technologie et un cours d'intelligence artificielle robotique. Et avant de finir, en ce moment, intelligence artificielle et robotique, ils ont toujours un même but, c'est d'avoir une autonomie complète. Ça veut dire il n'y a pas d'intervention des humains, ils veulent que les robots peuvent faire tout eux-mêmes. Mais si on attache ça dans le contexte de l'agriculture, je pense qu'on peut pas mal aussi faire une automatisation des inspections, des experts, chatbots, d'analyse, aussi gestion de données, aussi générer des données, détection. Mais en plus de AI, si on met de robotique plus d'intelligence artificielle agriculture, on peut faire même, c'est une caméra qui bouge techniquement, alors on peut faire de surveillance de ferme. On peut remplacer un peu le travaux manuels, vu qu'il manque des gens qui travaillent dans les fermes ci. Et ça, c'est plus une mini-projet personnel que je suis en train de résoudre. C'est la prévision du volume de matière sèche en utilisant un drone avec une caméra thermique. De demander de faire une prévision de volume de matière sèche dans par exemple, un bunker. C'est une recherche que je suis en train d'explorer pour savoir si on peut faire une prévision de volume avec des caméras thermiques. Et aussi, on va attacher un bras sur le drone et avoir aussi mesuré la densité des matières sèches, etc. C'était pas mal ça ma présentation. Merci pour la présence et aussi si vous êtes intéressé pour faire des collaborations ou vous cherchez simplement des champs des idées ou quelque chose comme ça, je suis toujours ouvert. Et aussi, c'est vu que c'est mon dernière année de doctorat, je vais faire un petit peu de mon propre marketing. Si vous trouvez qu'il y a un domaine intéressant, soit industriel ou académique, un poste de professeur, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me contacter.